Madame, Monsieur, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous d'actualité Métro News. À la une, la fondation FJKL dénonce un contrat de 52 millions de dollars signé entre l'État haïtien et Windward Wyoming LLC. Selon un rapport de l'organisation, la firme doit fournir un appui tactique et stratégique à la police nationale d'Haïti pour lutter contre l'insécurité. Les engagements de la firme envers l'État haïtien pour le rétablissement de la sécurité s'étendent à l'ensemble du territoire national. La FAA a prolongé par une notam publiée le 2 mars 2026 l'interdiction faite aux compagnies et aux aéronefs américains d'opérer à basse altitude dans plusieurs zones d'Haïti. En vigueur jusqu'au 3 septembre 2026, cette mesure interdit les vols en dessous de 10 000 pieds dans une large partie du territoire, notamment autour de Port-au-Prince. Également, à la une, l'ambassadrice de Colombie en Haïti, Vilma Varesquez, annonce que des solutions ont été trouvées pour ouvrir une ligne aérienne vers son pays grâce à la compagnie Sunrise Airways. La diplomate a expliqué que le retard observé dans le processus de création de cette ligne promise par le président Gustavo Petro est dû à un manque d'avions, un problème qui ne peut être résolu rapidement, a-t-elle ajouté. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Au total, 52 millions de dollars sont engagés par l'État haïtien dans le cadre d'un contrat avec la firme Windward Wyoming LLC. Il s'agit de contrats de sécurité, peut-on lire dans un rapport publié par la fondation FJKL intitulé « Liquidation de la souveraineté nationale via des contrats léonins ». Ce contrat, qui vise à rétablir la sécurité et la stabilité en Haïti, en particulier dans la région de Port-au-Prince, a pour objectif de fournir un soutien tactique, technique et sécuritaire à la police nationale d'Haïti. À cette fin, Windward se concentrera sur des missions critiques de sécurité nationale nécessitant un haut niveau de précision, de coordination et d'expertise. En collaboration avec la PNH, ces opérations seront conçues pour répondre aux menaces émergentes et contribuer au maintien de la stabilité nationale. Parmi les principales missions de la firme figurent notamment fournir des conseils et un soutien technique afin de renforcer les capacités de la PNH, offrir des formations et des orientations sur l'utilisation du matériel technique, contribuer à la planification stratégique et conseiller les autorités dans l'exécution des opérations. Windward propose également la création d'une force opérationnelle conjointe, Task Force, d'environ d'une centaine d'hommes, destinée à atténuer l'impact des groupes criminels qui opèrent pour la plupart sans réelle opposition en Haïti. Les engagements de la firme envers l'État haïtien pour le rétablissement de la sécurité s'étendent à l'ensemble du territoire national, notamment dans la zone aéroportuaire, le nord, le plateau central, le sud, la zone portuaire, ainsi que dans la commune de Keskof et de Pétionville. Comme annoncé en titre, la FAA a prolongé par un notam publié le 2 mars 2026 l'interdiction faite aux compagnies et aux aéronefs américains d'opérer à basse altitude dans plusieurs zones d'Haïti. En vigueur jusqu'au 3 septembre 2026, cette mesure interdit les vols en dessous de 10 000 pieds dans une large partie du territoire, notamment autour de Port-au-Prince et dans les départements du centre et de l'Artibonite, en raison des menaces persistantes posées par les groupes armés. Les survols à plus haute altitude et les vols vers certains aéroports du nord du pays restent toutefois autorisés. Autre dossier, l'ambassadrice de Colombie en Haïti, Vilma Velasquez, annonce que des solutions ont été trouvées pour ouvrir une ligne aérienne vers son pays grâce à la compagnie Sunrise Airways. Invitée ce jeudi à la rubrique Le Point, la diplomate a expliqué que le retard observé dans le processus de création de cette ligne, promise par le président Gustavo Petro, est dû à un manque d'avions, un problème qui ne peut être résolu rapidement, a-t-elle ajouté. Écoutons les propos de la diplomate Vilma Velasquez. Tout bagay préparé pour commencer à parler, mais ça n'a pas suffi avion. C'est ça.
c'est en ça que le président Petro Baikop a ordonné nous acheter 8 avions en plus à Satena. Et Satena a commencé à arriver à la Guajira, la tête de la Colombie. Moi, je pensais dans le futur rapidement, nous prenons un vol national colombien. Mais en attendant, nous sommes très contents que nous travaillons avec Sunrise parce que ça que nous voulons, c'est un vol. Un vol. Pour nous commencer. Oui, il y a deux compagnies en plus qui veulent faire vol. Une de Brésil, une de Bahamas. Que les moi pour l'état une interview avec moi pour regarder comment nous collaborer pour faire vol. Ça veut dire la béni. Un processus difficile avec Haïti, oui. Tout bagaille, c'est difficile, vous connaissez. Okay. Oui. Quelques bagailles que nous faisons, c'est appeler faux. OK. Oui. Mais effort là le plus colombien ou bien Les deux. Les deux. Ah, les deux. C'est parce que c'est Haïti. Parlant à présent de la participation de la diaspora aux élections, un citoyen propose un dispositif technique destiné à élargir le corps électoral à des catégories de citoyens historiquement exclus du processus électoral. La proposition prévoit un déploiement initial dans des pôles à forte concentration de ressortissants haïtiens, notamment aux États-Unis, au Brésil, au Chili, en République dominicaine, ainsi qu'à Montréal et à Paris. Porteur de ce projet, Alex Saint-Gordien, je crois, souligne que cette initiative faciliterait également la participation des personnes déplacées internes à ces élections. OK. Côté que pour utiliser la plateforme à travers l'expérience que nous faisons pour le Mexique. Côté que Haïti, nous-mêmes notre diaspora qui, bien précisément, souvent, le Haïtien a parlé de diaspora, il a visionné sur les États-Unis d'Amérique. Mal comprendre que aux États-Unis d'Amérique, il y a beaucoup plus Haïtiens qui notre diaspora que presque tout l'autre côté, République dominicaine en deuxième position. OK? So, moi, ouais que l'important pour Haïti dans le moment ça, bien précisément pour utiliser votre diaspora au niveau présidentiel. OK? And then, pour nous réaliser ça, nous allons utiliser le même format qui était réalisé, qui était fait pour le Mexique. Là. Format qui ça que me proposer? Me proposer pays ça tant qu'aux États-Unis, dans les États-Unis, nous prenons Floride, OK, qui est Miami, New York, Boston, et puis New Jersey. Et puis, nous avons monté au Brésil, nous prenons Chili, République dominicaine, nous prenons Montréal et Paris. So, créer une infrastructure diaspora pour enregistrer les gens, mettez en disponibilité un website pour nous enregistrer. Ça va nous mettre un délai de 30 jours pour réaliser ça. Ça que OM c'est une répétition que l'expérience qui s'est faite en 2024. Comment que nous t'ai fait? Une fois que nous enregistrons tout électeur ça, nous créons une infrastructure de base, OK, pour diaspora, pour nous qui voter en ligne ou bien physiquement à travers les ambassades et les consulaires. Nous avons deux choix. So, nous sommes capables de répéter même format ça en Haïti. Là, nous descendons en Haïti, là, nous avons le département de l'Ouest qui déstabilisé zone de non-droit, côté que Haïtiens displacés, veut dire que déplacés, habité dans les camps. Quand il y a un camp, nous allons enregistrer les gens encore, nous avons un camp temporaire pour être capable de voter. Et cette carte-là, c'est un carte qui est valable une fois que mon a fini de voter, quand l'idée activée. OK? Une fois que nous réalisons l'infrastructure, ça à travers le département de l'Ouest et l'Antibonite, et autre côté que KEPR doit décider, dit que zone ça est considérée comme zone de non-droit tout, nous créons infrastructure dans zone ça et tout. Une fois que nous gagnons tout le monde in place, et puis nous reconstituer dans la base là, système là. And then, nous avons diaspora et Haïti, tous les deux systèmes, ils ont 25, tous les deux. Là, nous avons voté aux États-Unis, Canada, France, au niveau présidentiel, vote dans l'idée descend Haïti, et puis comptage dans fait, son comptage qui fait électroniquement automatique, côté que comptage là, durant le jour,
en jour électoral là, n'a pas statistique moun qui devant avec moun qui derrière. By the time l'élection pral fini ou bien fini, population a bien tant gagne une estimation qui moun qui gagne à qui moun qui perdu. OK? Ça veut dire que le résultat n'a pas résultat le même jour, le même soir. Une fois que fermeture, résultat est bail. So, c'est ça que moi ça sont partie de propositions qui est essentielle parce que on bagaille pour nous tenir compte. Côté que en pile monde voyage dans le pays hein, qui était registré dans le département de l'Ouest, qui côté que dans Biden, soit aux États-Unis, soit au Chili, Brésil, ou bien un peu en République dominicaine. Est-ce que Haïti pral d'accord pour perdu vote ressortissant Mounzayo? Ou bien c'est qui ça qu'il a décidé de faire? Et puis deuxièmement, les zones de non-droit en Haïti, nous pas capables, ok, même si c'est zone de non-droit, mais nous sommes toujours vivants là, nous pas capables, comme si que retirer vote citoyen il faut que nous capables toujours d'avoir une possibilité pour voter même à distance. Autre point, des informations faisant état des préoccupations au sein du département de la sécurité intérieure des États-Unis concernant les transferts de fonds sans contrepartie vers Haïti suscitent des inquiétudes quant à une éventuelle limitation de ces envois. Selon des statistiques de l'administration américaine, ces transferts auraient dépassé 6 milliards de dollars en 2025. Ils représentent environ 15% du produit intérieur brut d'Haïti et plus de 70% de ces fonds proviennent des États-Unis. L'économiste et expert de l'Amérique latine et des Caraïbes, Joseph Harolpierre, est l'invité du journal pour en parler. Il en profitera également pour aborder les questions relatives à l'opération militaire conjointe lancée par les États-Unis et l'Équateur le 3 mars 2026 contre des organisations qualifiées de terroristes désignées. Professeur Joseph Harolpierre, bonsoir. Merci d'être avec nous à Métro News ce soir. Bonsoir Madame Barthélemy, merci pour l'invitation. Vous êtes expert en économie et politique de l'Amérique latine. L'Équateur a lancé une série d'opérations conjointes avec les États-Unis contre les narcotrafics. Quels sont vos commentaires, vos analyses? Bon, bien évidemment, je pense qu'une telle action est inscrite dans la politique des États-Unis par rapport à l'Amérique latine. Il y a un document auquel il faut toujours faire référence, c'est ce qu'on appelle le corollaire de Trump, qui a été produit ou élaboré en décembre de l'année dernière. Dans ce document, il est dit très clairement, c'est la doctrine de Monroe qui va être mise en œuvre, seulement on va la renforcer. Et c'est ce que fait Trump. Trump est beaucoup plus agressif que les autres présidents américains qui ont toujours voulu contrôler l'Amérique latine. Et cela se comprend du point de vue géopolitique avec la position de la Chine, ce qui se passe au Moyen-Orient, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette offensive de Trump en Équateur et en Amérique latine? C'est la même dynamique, Venezuela, etc. Bon, je pense que c'est assez complexe. Mais je crois que Trump, jusqu'à présent, il a toujours donné résultat. Il a toujours atteint ses objectifs. On a vu ce qui s'est passé au Venezuela. On voit maintenant ce qui se passe en Iran. Et déjà, c'est prévu que la nouvelle cible, ça va être le Cuba. Donc, on peut croire Trump sur ces mots. Donc, c'est possible que Cuba soit la prochaine cible. Donc, c'est de cette dynamique qu'il faut voir l'offensive de l'attaque de Trump des États-Unis en Équateur dans cette lutte contre le narcotrafic. Alors, donc, c'est ça. Parlant du Cuba, justement, il y a le président de l'Équateur, M. Noboa, qui a demandé à l'ambassadeur de Cuba de quitter l'Équateur dans 48 heures. Donc, est-ce que ça a un lien, justement, avec ces offensives qui sont menées conjointement avec les États-Unis? Ou est-ce un ordre direct des États-Unis? Bon, c'est possible que ce soit, je pense que cela revient au même, que ce soit un ordre des États-Unis ou du moins une décision de l'Équateur. Mais ce qui est certain, c'est qu'actuellement, il y a un bloc de droite en Amérique latine
comprenant l'Équateur, le Panama, le Salvador, surtout l'Argentine et le Chili. Donc, l'Équateur fait partie de ce bloc, en ce sens, et l'Équateur, bien évidemment, est contre le Cuba. Et on peut comprendre que Noboa ne veut pas avoir de relations diplomatiques avec Cuba. Et aussi, ça va aider à coincer, à contrecarrer, disons, à coincer Cuba pour faciliter l'offensive, l'on dirait, trumpiste à Cuba, peut-être potentiellement prochainement. Toujours parlant des actions des États-Unis, mais cette fois-ci pas en Équateur, mais ici en Haïti, il y a ce pays justement qui envisage de bloquer les transferts d'argent vers Haïti. Selon vous, quels sont les impacts d'une telle décision sur l'économie haïtienne? Il y a plusieurs économistes qui se sont prononcés et qui ont dit que ce serait un coup fatal. Est-ce également votre avis, économiste? Bien évidemment, je pense que ça peut être désastreux pour Haïti. La question qu'il faut se poser, ou du moins, il faut analyser cette question à la lumière de ce qu'on appelle les sources de devises. Quelles sont les sources de devises pour Haïti en termes de dollars? Les sources de devises, c'est tout d'abord, on a les exportations, on a les transferts, on a les investissements directs étrangers, les IE2, on a le tourisme. Voici quelques sources de devises. Dans le contexte haïtien, les investissements directs étrangers en 2024, c'était 41 millions de dollars. Comparé avec la République dominicaine, 12 milliards, ça te donne une idée, 41 millions de dollars. Et en termes d'exportation, c'est environ 800 millions de dollars actuellement, alors que les importations, c'est environ 4 milliards de dollars. Mais maintenant, tourisme, n'en parlons pas du tout. La seule source de devises en dollars qui nous reste, c'est les transferts de la diaspora qui avoisinent les 4,5 milliards de dollars. Maintenant, si le gouvernement américain arrive à bloquer les transferts vers Haïti, ça va être un coup fatal. Et ça va avoir le même impact que la crise iranienne. Parce que la crise iranienne n'est pas que ça va avoir sur Haïti, c'est comme la crise ukrainienne. Eh bien, il va y avoir une augmentation des prix des produits pétroliers, des prix des matières premières, et ça va augmenter le coût de la production aux États-Unis, ça va augmenter l'inflation aux États-Unis, ça va directement augmenter les coûts des produits en Haïti. On sait qu'on importe beaucoup des États-Unis. Donc ça, c'est un impact direct. De la même manière, pour que la Banque centrale fasse de la politique monétaire, l'un de ses instruments les plus puissants, c'est les transferts. La Banque centrale doit intervenir sur le marché. Mais maintenant, pour intervenir sur le marché, la Banque centrale doit disposer de dollars. La seule source dont on dispose, c'est les transferts. Ce n'est pas les exportations, ce n'est pas les investissements directs étrangers. Donc, si maintenant, on n'a pas les transferts, ça va être difficile pour la Banque centrale qui a pu garder la goutte autour de 130 le taux de change autour de 130 gouttes pour un dollar. Donc maintenant, plus d'instruments pour intervenir sur le marché. Conséquence directe, ça va être l'augmentation de l'inflation et d'évaluation de la goutte. Donc, c'est pour vous dire que ça va avoir un impact considérable, fatal, désastreux sur Haïti. Espérons que ce ne soit pas le cas. Autrement dit, espérons que le gouvernement américain ne prenne pas une telle décision. Espérons que le gouvernement américain ne prenne pas une telle décision. Ce sont donc sur ces mots également que nous refermons cette entrevue. Merci infiniment à vous, économiste Joseph Harold-Pierre. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame Barthelot. Merci encore. Voilà donc l'analyse de l'expert en économie et politique de l'Amérique latine, Joseph Harold-Pierre. Il était l'invité de Métro News ce soir.
Pour refermer la page nationale de Métro News, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a tenu ce jeudi 5 mars une table thématique sur la gestion des risques et des désastres en milieu scolaire. Cet atelier a réuni des professionnels de l'éducation ainsi que des responsables de la protection civile afin de dresser un diagnostic de l'impact de la violence des gangs sur les infrastructures scolaires dans les départements de l'Ouest, de l'Artibonite et du Centre. Selon Jean Misgar-Fanor, formateur dans le domaine de la protection civile en milieu scolaire, l'éducation reste jusqu'ici l'un des secteurs les plus touchés par les crises environnementales dans le pays. Cet atelier entend élaborer un plan de contingence adapté aux différents contextes de crise. Suivez un extrait de son intervention. Oui, parce que job l'école là, premier job li, c'est sensibiliser pour gagner un comportement par rapport à. Et donc, c'est ça que fait après toute action nous yo été dans plus fort dans prévention. C'est vrai qu'il y a des interventions en urgence oui, mais l'école là job li c'est travail sous prévention yo. Et pour prévenir li, le premier bagage pour changer c'est attitude par rapport à risque yo. C'est attitude par rapport à aléa yo. Donc et ça fait nous gagner deux niveaux. Donc au niveau d'intervention d'urgence, d'intervention terrain, mais nous avons un niveau curriculaire. Le niveau curriculaire là lui-même, c'est comment garder arrimer action de prévention yo avec ça qu'a fait dans curriculum non. C'est logique ça n'a pas regardé parce que l'école là job l'école là c'est enseigner de manière à ce que gagner un type de comportement par rapport à risque et qui va permettre de nous sauver en pile vie et en pile et éviter catastrophes matérielles. Ça c'est surtout pour aspect nous avons plein de types yo. Et là, nous pas parlé d'un projet, nous parlé de action de politique publique concertée, coordonnée. Et le ministère a déjà, et ça fait nous fait présentation d'outils hier, un paquet d'outils, que ce soit pile question normative, bah, nous signons, mais nous avons plein de types tout. Et plan type là prend en compte toute question sismicité, toute question environnementale, toute question accessibilité. Plan type là sont bagages qui, comme tu as dit ça, c'est une prescription à tout le monde qui a intervenu dans la question construction et réhabilitation des écoles, de l'espace physique. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Le rappel des principaux titres à la une. La fondation FJKL dénonce un contrat de 52 millions de dollars signé entre l'État haïtien et Windhard Wyoming LLC. Selon un rapport de l'organisation, la firme doit fournir un appui tactique et stratégique à la police nationale d'Haïti pour lutter contre l'insécurité. Les engagements de la firme envers l'État haïtien pour le rétablissement de la sécurité s'étendent à l'ensemble du territoire national. La FAA a prolongé par un notam publié le 2 mars 2026 l'interdiction faite aux compagnies et aux aéronefs américains d'opérer à basse altitude dans plusieurs zones d'Haïti. En vigueur jusqu'au 3 septembre 2026, cette mesure interdit les vols en dessous de 10 000 pieds dans une large partie du territoire, notamment autour de Port-au-Prince. Et puis l'ambassadrice de Colombie en Haïti, Vilma Varesquez, annonce que des solutions ont été trouvées pour ouvrir une ligne aérienne vers son pays grâce à la compagnie Sunrise Airways. La diplomate a expliqué que le retard observé dans le processus de création de cette ligne promise par le président Gustavo Petro est dû à un manque d'avions, un problème qui ne peut être résolu rapidement, a-t-elle ajouté. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité, merci surtout pour la confiance que vous nous accordez. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole. Prenez soin de vous. Bonsoir.